Les conséquences de la crise actuelle ont-elles modifié les pratiques du métier de CGP? Retrouvons dès à présent les représentants de la profession. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui très honorés de recevoir les représentants de la profession. Bien entendu, nous vivons tous les jours cette crise sanitaire, cette crise qu'on pourrait aussi demain peut-être qualifier de financière. Et nous serions aujourd'hui très sensibles de pouvoir apporter des réponses, notamment sur cette crise, et notamment les conséquences de la crise actuelle dans le monde des CGP. Et nous recevons aujourd'hui 4 grandes personnalités. Donc Julien Serracchi, Philippe Feuille, David Charlet et Benoît Lombard. Alors, Julien Serracchi, vous êtes donc le président de la CNCGP. Tout à fait. Vous pouvez nous en dire 2 mots sur la CNCGP aujourd'hui? Déjà, Henri, je vous remercie de nous accueillir. Je vais parler au nom de tous les présidents parce qu'on ne va pas tous vous remercier, mais de nous accueillir à cette convention actualiste 2021 qui se tient dans des conditions tout à fait confortables malgré la situation. Donc, félicitations d'avoir tenu cet événement. Écoutez, la CNCGP se porte bien, je crois, comme les CGP d'une manière générale. Et on espère que si on a aussi bien résisté en 2020, 2021 sera une année d'expansion comme l'ont connu les CGP toutes les années précédentes. Philippe, la compagnie des CGP? La compagnie des CGP se porte également très bien puisque nous avons créé l'année dernière une fédération avec les 4 associations, une société de formation qui est en plein développement puisque nous sommes en train de préparer un recrutement. Et effectivement, malgré la crise, les événements sanitaires, on peut dire que la compagnie va bien. Je dirais juste un bémol, plus que jamais, nos associations sont, je dirais quasiment, entre guillemets, d'utilité publique, si je peux me permettre, parce que l'accompagnement que nous donnons et tous les besoins de nos adhérents et de la profession témoignent de l'utilité très grande de nos associations et donc de la compagnie des CGP. David? Oui, bonjour à tous. Non, pour ce qui est de l'ANACOFI, et d'ailleurs c'est notable d'entendre tous les présidents d'associations dire la même chose. L'année n'a pas été mauvaise pour l'association, et si on se concentre sur les aspects, sa taille ou sa croissance et son organisation, ça a quand même été, on va tous dire que ça va pas mal. Ceci dit, ça a quand même été une année compliquée. Donc le résultat final est plutôt bon. Nous ne faisons pas partie des métiers qui ont vécu une catastrophe dans cette année, et donc les fédérations et les associations, il en va de même. Mais enfin, on ne va pas se cacher, ça a été une année quand même très très compliquée. On est assez content d'en arriver au résultat qu'on obtient en fin d'année. Et Benoît? Merci d'abord, Henri, de nous recevoir. Alors, moi, les différences de mes distingués confrères autour de cette table, je ne suis pas président d'une association de CIF, mais de l'UCGP. Donc, quelques mots pour l'UCGP, dont Actualis est membre. L'UCGP représente 17 associations, 350 cabinets de conseil en gestion privée et à peu près 1000 CIF de toute association. De ce que je peux dire par rapport à mes adhérents, c'est le fait qu'effectivement, on va être content de se calmer un petit peu, puisque 2020 a été une année extrêmement difficile, on s'en est pas mal sorti, mais au prix de grands travaux, de profondes mutations aussi dans l'exercice de notre profession. Je pense que aujourd'hui, ça sera, et je te remercie encore, Henri, d'être moteur pour qu'on puisse en discuter. Aujourd'hui, ça sera le temps de pouvoir parler des mutations de notre profession. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, comment aujourd'hui les CGP vivent cette crise au quotidien? Julien, comment les CGP travaillent aujourd'hui dans cette période difficile? Écoutez, nous on avait fait un premier sondage lors du premier confinement au mois d'avril. On va le refaire là au mois de janvier pour savoir comment l'année s'est passée pour les CGP. Le retour terrain qu'on a, ce sont des baisses de chiffre d'affaires qui sont très nuancées. Il n'y a pas d'effondrement, comme le disait David il y a quelques minutes. On fait partie des métiers épargnés, en tout cas qui ne sont pas le plus touchés par cette crise mondiale qui est totalement inédite, comme chacun le sait. D'autant plus qu'il y a eu un rebond boursier extrêmement fort après la chute très forte qu'on avait connue au mois de mars. Donc les portefeuilles, les encours des cabinets se sont maintenus. Après, se pose une question, évidemment, qui est une question à moyen terme. Si cette crise continue encore pendant plusieurs mois, et évidemment, on espère qu'elle cessera avec les vaccins, on dépend évidemment de la santé financière de nos clients. Pour l'instant, ça va.
Je ne sais pas ce qu'il en sera si ça perdure encore pendant plusieurs mois. Donc, croisons les doigts, espérons que les vaccins fonctionnent, que l'activité reprenne, que tous nos clients, notamment les professions libérales, mais je pense plus particulièrement encore aux commerçants qui sont une grande partie des clients des CGP, puissent réouvrir et maintenir leur commerce et leur business comme c'était le cas auparavant. Donc ça va bien, mais il ne faut pas que ça continue trop longtemps. Même avis, Philippe ? C'est le même avis. Je rajouterai peut-être quelque chose qui me paraît être un élément important. Je parlais d'accompagnement tout à l'heure concernant les adhérents, les CGP, mais l'accompagnement, il est également un accompagnement terrain. Et plus que jamais, on se rend compte de l'utilité, de la proximité et des liens très forts que nous avons su unir avec nos clients sur plusieurs générations. Et je prends comme exemple les clients que nous sommes en train de revoir qui nous disent bon, très bien les visios, très bien les appels téléphoniques et le suivi que vous avez donné, mais nous sommes contents de vous revoir. Et ça, je pense que c'est un élément prépondérant qui s'appelle les fondamentaux de la vie humaine. Et plus que jamais, notre métier est orienté là-dessus. Et dans des périodes de crise sanitaire que nous n'avons jamais connues, certes, on a connu beaucoup de crises, mais qui étaient financières, on se rend compte que l'humain a une importance capitale et que nos clients, effectivement, sont rassurés de voir que, y compris dans des périodes aussi difficiles que nous sommes en train de vivre, nous sommes à leur côté et on leur apporte et on continue à leur apporter des solutions. Voilà, donc je dirais que ça a eu le mérite, malheureusement, si je peux dire, de montrer la fondation solide de notre profession et du développement futur que nous pouvons en avoir. Donc il y a quand même des notes, malgré cette crise, qui sont positives. Bien, alors nous on avait fait une enquête dans le courant du mois de septembre pour pas la faire trop tôt et on est en train de ramasser les copies. Alors là, ce sera pas une enquête, c'est un ramassage général puisqu'on récupère les statistiques sur nos adhérents et on sera capable dans quelques... Alors soyons raisonnables, court mais mois, de pouvoir donner des chiffres finaux sur l'année et consolidés. Ce que l'on sait, c'est qu'on a différentes populations. À l'Anacofi, vous avez les CGP, vous avez les conseillers en finance d'entreprise que je vais mettre à part pour aujourd'hui et pas traiter spécifiquement leur cas, mais leur situation n'est pas exactement la même. Et puis vous avez les courtiers. Tu sais qu'on nous sommes des associations de CIF. Je rappelle qu'à l'Anacofi, j'ai 1000 entreprises non CIF. Hein. Donc on n'a pas que les CIF, on a aussi le monde du courtage. Alors sur le courtage vie et l'univers des CGP, on voit à peu près la même chose. Ce que ça dit, c'est que 7% d'entre eux se sont définis comme étant en situation de danger. Qu'est-ce que ça signifie, situation de danger ? Ça signifie qu'ils ont considéré que leur chiffre d'affaires et leur business dans l'année étaient véritablement tombés trop bas pour qu'ils puissent garantir leur viabilité. Ce 7%, la vraie question qu'on se pose, 50% de l'autre côté disent qu'ils feront la même année, voire mieux que dans d'autres années. Bon. Ce qui est intéressant sur ce 7%, c'est est-ce que c'est une explosion, puisque tous les ans, nous avons des entreprises qui sortent de notre univers, qui ferment, qui s'arrêtent pour des questions de retraite, de fusion, de ce que vous voulez, ou d'échec. En fait, ce 7%, c'est le taux naturel. Donc la question qu'on se pose, et on ne le saura qu'avec les réadhésions, c'est est-ce que ces 7% en plus du taux naturel, forcément pas intégralement, puisque ces 7% répondaient à une question frontale, qui était est-ce que vous envisagez de fermer dans les deux années à venir, est-ce que donc une fraction de ces 7% sera en plus que le taux naturel de 7% ou pas? Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que les études que nous avions menées dans les deux crises avant, sur lesquelles nous avions mené des stats, ce taux montait à 12%. Donc on voit bien quand même qu'il y a une crise, il ne se passe pas rien du tout. 50% disent même pas mal, voire ça va pas si mal, on s'en est bien sorti. Et on a, oui, une partie de population qui dit ça va pas bien, mais on n'est pas sur des taux qui sont aussi puissants que les taux qu'on a eu dans d'autres crises. Remarque quand même, personne ne pensait que ça durait 1 an. On va arriver à 1 an et on sait que ça ne s'arrêtera pas à 1 an. Donc bémol quand même, il faut que chacun réinvente son entreprise, sa manière de trouver des prospects, des clients, de traiter les clients qu'il a, pour que cette situation non catastrophique et globalement pas trop problématique perdure. Voilà, c'est aussi une partie de notre boulot en tant qu'organisation professionnelle que de les aider. Mais voilà, cette crise dure beaucoup plus longtemps qu'on l'avait imaginé au départ quand même. Il faut le garder en mémoire. Benoît ? Oui, le monde de la gestion privée était déjà en profonde mutation. On a des bouleversements, des changements relativement importants, de nouveaux paradigmes pour essayer justement de demain affronter un métier qui se fera de manière différente. Eh bien, la crise
qu'on a connue, la crise que l'on connaît encore liée au Covid, est un accélérateur. Deux enseignements dès à présent par rapport justement au sondage qu'on a pu faire autour des tables rondes à l'UCGP, c'est tout d'abord le fait que nos clients ont plus que jamais besoin de conseils, de proximité, ainsi que le rappelait Philippe, qui leur permet de les rassurer et puis de leur donner une information parmi tout le magma de data, d'informations à digérer. Ils ont besoin de cette proximité, de ce conseil humain, de ce conseil qui nous permet justement de nous distinguer par rapport aux réseaux de distribution de produits financiers qui sont des réseaux propriétaires. Le deuxième enseignement, c'est que c'est un accélérateur aussi sur le numérique. Nos outils numériques que nous avions à disposition ont dû eux aussi progresser et on a dû s'approprier, nous CGP, nous chefs d'entreprise, parce que nous sommes des chefs d'entreprise aussi, on a dû s'approprier des outils nouveaux pour permettre de délivrer un conseil qui est de plus en plus dont nos clients ont de plus en plus besoin. Donc ça, c'est les deux premiers enseignements de cette crise et bien évidemment, à cette crise sanitaire, on a une crise financière qu'on a su absorber. On a eu quand même eu en 2020 une des plus grosses baisses sur les marchés financiers et puis une remontée tout aussi impressionnante. Mais demain, il faudra affronter la crise économique. Et là, encore, nos clients, nos commerçants, les plus petits chefs d'entreprise que l'on peut conseiller vont avoir besoin de cet accompagnement transversal qui est la force de notre activité. Julien ? Oui, ce qu'a dit Philippe et Benoît vient de rebondir dessus est très important. C'est-à-dire que ce qui caractérise les CGP, c'est évidemment leur disponibilité vis-à-vis de leurs clients et leur flexibilité, leur agilité pour répondre à leurs clients. Et dans les phases de crise, évidemment, les clients, ce qu'ils recherchent, c'est cette disponibilité de leurs conseillers. S'il y a bien un moment où ils ont besoin de nous et besoin de conseils, c'est lorsqu'il y a une crise. Et je pense que l'année 2020 va avoir le même effet qu'on a connu à la dernière grande crise qui était celle de 2008, c'est-à-dire un phénomène qui va être un accélérateur massif de développement pour les CGP. On l'a vu pour les CGP, il y avait un avant 2008 et un après 2008. Il y a beaucoup de cabinets qui se sont créés après 2008 parce qu'il y a eu une sortie massive, notamment des banques et des banques privées. Et ces gens-là sont allés créer des cabinets de CGP. Je pense que le même phénomène va avoir lieu en 2021 si la situation économique se rétablit. Parce que finalement, les clients ont compris qu'ils étaient bien mieux conseillés chez des CGP que dans des grands réseaux bancaires où il était parfois difficile d'avoir accès à leurs clients. Donc merci Philippe d'avoir ouvert ce sujet-là. Je crois que c'est ce qui caractérise l'ADN des CGP, cette disponibilité, ce qui fait notre succès et le développement des cabinets. Il y en a de plus en plus, rappelons-le. L'année dernière, il y a eu 5% de cabinets en plus. C'est une accélération très forte. Habituellement, le nombre de cabinets augmentait d'1 à 2% par an. L'année dernière, c'était 5%. On va voir cette année. Nous, à la Chambre, cette année, on est à plus 12%. Je ne sais pas combien a fait le marché, on le saura dans quelques semaines. Mais en tout cas, il y a un développement du nombre de cabinets. Et c'est parce que notre métier est utile à nos clients. C'est la seule raison qui peut expliquer un tel développement. Et on a peu à peu un passage de la gestion du conseil de l'épargne privée des banques vers les indépendants. Et je suis persuadé que les grandes crises sont des accélérateurs de ces mouvements structurels. Philippe, et après oui. Oui, il y a un élément qui me paraît être très important. J'ai entendu parler clients, chefs d'entreprise, crise sanitaire, économique. Pour moi, il y a des fondamentaux qui sont, je dirais, des fondamentaux de la chaîne économique qui s'appellent la pérennité économique d'une entreprise. Et la pérennité économique d'une entreprise, elle passe par différents critères. Le premier des critères, c'est la stabilité avec laquelle le cabinet de gestion de patrimoine de CIF ou autre va pouvoir gérer avec ses collaborateurs, ses assistantes. Et je dirais qu'il y a un lien très fort entre cette pérennité économique du cabinet et nos clients. Vous savez que je suis un ardent défenseur de tout ce qui est rémunération, etc., qui sont tout à fait complémentaires avec les rémunérations d'honoraires de conseil. Vers certains politiques voudraient essayer peut-être de nous pousser à devenir des anglo-saxons. Nous sommes avant tout des latins, déjà, ça c'est une chose. Et deuxièmement, je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Soit on veut jouer
dans une cour qui n'est pas la nôtre, c'est-à-dire la volumétrie, soit on veut jouer sur le qualitatif. Et ce qualitatif-là, on le voit lorsque l'on explique à nos clients les raisons pour lesquelles nous avons des rémunérations, les raisons pour lesquelles nous avons des partenaires, fournisseurs, sociétés de gestion, assureurs, banques privées, etc. À partir du moment où les choses sont bien établies et clairement établies et qu'on fait, entre guillemets, je dirais, une comptabilité analytique de tout ça, le client, dans une période comme celle que nous sommes en train de vivre, comprend mieux le suivi, l'accompagnement et tout ce que ça peut représenter. Et ça, c'est un élément important. J'ai pris position, je n'ai pas été le seul, mais nous avons été un certain nombre à réagir lorsque le président de l'ESMA avait tendance à revenir sur les encours, etc., les rétrocessions et autres. Et je dis que ça serait une erreur dramatique de vouloir créer un nivellement par le bas, de mettre tout le monde dans un système d'honoraires de conseil, parce que ça voudrait dire que tout simplement, on enlèverait toute la stabilité économique d'une entreprise. Or, on le voit aujourd'hui, les sociétés qui sont le plus en difficulté aujourd'hui sont des sociétés qui n'ont pas suffisamment d'assises, qui n'ont pas suffisamment de poids et qui vont se faire grignoter et manger par des grands groupes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, parce que je pourrais parler pendant des heures de notre métier, mais le deuxième point qui me paraît crucial, c'est l'indépendance, la liberté et l'autonomie de tous les actes que l'on peut mener auprès de nos clients. Et c'est ce qui fait notre force. D'ailleurs, c'est ce que nos organismes de tutelle nous demandent, d'être clairs, transparents dans toutes les explications que nous pourrons fournir. Et cette indépendance fait que nous sommes dans une responsabilité et des synergies croisées avec notre clientèle pour que les gens comprennent qu'il y a des actions menées, il y a des décisions à prendre, on est là pour les aider, on est là pour anticiper, mais on est là aussi pour leur expliquer, les décisions vous appartiennent. Voilà comment nous travaillons, voilà ce qu'il en est. Et à partir du moment où nous sommes bien droits dans nos bottes et que effectivement toutes les conditions sont réunies dans la clairvoyance de nos propos, ça ne pose aucun problème. Mais l'enseignement majeur de cette crise sanitaire, c'est la pérennité que nos clients ont besoin au travers de nos cabinets. Et ça, pour moi, c'est un élément prépondérant. Oui, bon, je vais rebondir sur cette histoire de rémunération et de modèle économique. Je pense que la France a certainement le système le plus efficient qu'on ait en Europe et nous ne sommes pas chers. Donc les systèmes à l'honoraire sont plus chers et réservés à une fraction seulement de la population. Dans une crise où on nous dit qu'on a besoin d'accompagnement, et c'est normal, dans toute crise, les gens ont besoin d'être accompagnés, il faut conserver un modèle. Ça, c'est vraiment très important, il faut qu'on défende ça. Et je pense qu'à rouvrir ce débat en pleine crise, les autorités qui le font sont à la limite du suicidaire. Voilà, mais suicidaire pour le système lui-même et pour ce qu'il revendique défendre, c'est-à-dire l'intérêt des consommateurs et de l'économie même de ce continent. Voilà, c'est pas le moment. Si même il y avait un débat, c'est certainement pas le moment, et surtout pas quand nous, en France, on arrive ici à tenir notre place. Cette année, nous nous sommes fait du bien en termes d'image. Je pense qu'il faut le dire. Les CGP de France se sont fait du bien. On a été là quand les banques étaient fermées. Quand nos clients avaient besoin d'aide, nous étions là. Les banques n'y pouvaient rien, c'est pas qu'elles avaient tort ou qu'elles voulaient mal faire, mais quand les personnels ont dû être arrêtés, les agences fermées, c'était un fait. Quand il a fallu gérer les PGE, avec le personnel qu'il y avait personne pour gérer les problématiques particulières. J'ai mis plus de 6 mois à faire simplement acter par ma propre banque le fait de racheter un crédit avec du pognon qui était sur mon compte. Voilà, c'est factuel. Par contre, sur une entité, on a obtenu le PGE en 3 semaines. Voilà, c'est très basique. Nous, nos cabinets, ils ont été à la manœuvre. Donc, et là-dessus, ça s'est vu. Bon, donc ça, je pense que c'est quelque chose qui devrait attirer encore vers le métier et attirer des clients vers nos métiers. Sujet quand même, je pense qu'on a une capacité de croissance des clients vers nous assez rapide. C'est-à-dire que notre problème, c'est comment on se connecte sur ces potentiels prospects. Et tous nos anciens schémas sont un peu bloqués à cause de cette crise. Donc, s'ils ne viennent pas vers nous, on a plus de difficultés à aller vers eux. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne les intéresse pas. Et donc ça, je pense qu'on doit pouvoir trouver des solutions en 2021, quelle que soit la situation. Bon. Par contre, Julien, tu disais une arrivée massive, oui. Alors, on constate, nous, une arrivée forte sur la fin de l'année.
mais je ne suis pas tout à fait sûr que le mouvement soit déclenché. Pourquoi ? Parce que les licenciements dans la sphère qui va nous alimenter n'ont pas encore réellement commencé. Ils sont annoncés. Donc je parierais assez, mais c'est un pari, je n'ai pas la boule de cristal, sur le fait qu'on arrive à avoir des gains de part de marché et plus de clients qui, vers nous, si nous trouvons les solutions de connexion vers les prospects, et je pense qu'on y arrivera, mais qu'en revanche, cette croissance forte du nombre des cabinets se fasse plutôt sur la deuxième partie de l'année, voire en 2022. Sauf ce qui découlera de cette histoire d'autorégulation de l'assurance qui, là, va forcément amener des professionnels, si elle se concrétise, vers les associations qui seront sélectionnées. Oui, par rapport à ce qui vient d'être dit, il y a encore deux blocs. Le premier, c'est la régulation. Moi, mon engagement syndical, quand j'étais à la place de Julien en 2013, c'était de défendre un modèle économique qui a fait ses preuves et qui, in fine, a pu être sauvé. Alors évidemment, j'ai bien compris qu'il y avait des velléités de certains, notamment au niveau européen, que ce soit des régulateurs européens ou la Commission, de voir une nouvelle fois remettre en cause le modèle économique qui est vertueux, qui est le nôtre. Je rappelle à ce sujet je crois que c'est dans le dernier rapport de l'AMF, mais le taux de rétrocession moyen sur un portefeuille titre, c'est 0,32. Alors, est-ce que pour le prix d'un abonnement téléphonique premium mensuel, pour 100 000 euros, on devrait casser notre modèle qui a fait ses preuves parce que nos clients sont satisfaits. Ça, c'est un point qui est important. Donc ça, il faut le rappeler, le dire encore, ça je dis ça à tous les présidents autour de cette table, le rappeler non seulement au niveau français, parce que de ce que je me souviens et de ce que je crois savoir, la DGT et Bercy est toujours derrière nous. Ça, c'est quand même un point qui est aussi fondamental. Mais il faut se battre. Il faut se battre aussi parce qu'il ne faut pas oublier que nos deux ennemis européens, c'était les Pays-Bas et l'Angleterre. Alors, il y a le Brexit, il n'y a plus l'Angleterre. Et puis le Royaume-Uni. Donc on a déjà, j'allais dire, un détracteur de notre modèle économique qui est sorti. Détracteur qui, lui, parce qu'ils ont mis en place la RDR, a vu la concentration du marché de la gestion privée entre les mains de quelques entités au profit des épargnants les plus aisés. Ça, il faut le rappeler, le redire et le rappeler. Donc ça, c'est le premier aspect. Et je suis certain que tous soudés ensemble, on va réussir à, parce que nous sommes aussi soutenus par les pouvoirs publics français, à conserver un modèle économique, je rappelle, vertueux, et les clients sont satisfaits. Au prix, bien évidemment, d'une parfaite transparence et de tous les éléments que vous connaissez. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est effectivement, on a des clients qui sont contents et on a des banques privées et des banques, des retail, on va dire, qui ont été quelque peu défaillantes, qu'on n'a pas pu contacter, nos clients n'ont pas pu les avoir au téléphone, leur modèle économique est mis à mal. On se rend compte aujourd'hui sur la place, il y a une banque de gestion privée qui est à un prix négatif. Hein. Vous achetez la banque et les clients, et elle vous donne de l'argent pour pouvoir s'occuper des clients. C'est quand même un truc incroyable. Ça prouve qu'ils n'ont pas considéré le modèle économique, ils n'ont pas pris en considération un modèle économique qui est basé sur des rétrocessions, eux aussi, mais qui ne fonctionne pas. Nous, ça fonctionne. On est des chefs d'entreprise, on est responsable, on est présent auprès de nos clients, et ça, il faut le dire, le marteler, et plus que jamais, vous le dire à vous, bien sûr, CGP, mais le dire au marché, le dire aux régulateurs. Ça, c'est là-dessus que je pense que nous devrions encore peut-être avoir des campagnes de communication communes, je ne sais, puisque auprès des particuliers, puisque nos régulateurs, nos pouvoirs politiques nous connaissent et savent que notre travail est qualitatif. Oui, je voudrais revenir sur ce débat entre honoraires et commission. En fait, il n'y a débat que chez nos politiques, alors que ce soit pas tellement au niveau français, mais plutôt au niveau européen, ou chez les régulateurs, et là aussi plutôt au niveau européen. Ce débat n'existe que chez eux. Parce qu'en fait, chez les praticiens, ce débat n'existe plus. Il est complètement dépassé aujourd'hui. On n'en parle même plus, d'ailleurs, il faut le dire entre nous, puisque, en fait, la plupart des cabinets, aujourd'hui, fonctionnent sur des modèles hybrides. À la Chambre, on a fait notre petite recherche. On a 61% des cabinets qui fonctionnent sur un modèle à la base de commissions, mais aussi d'honoraires. Et la plupart des cabinets, aujourd'hui, proposent à leurs clients le choix être facturés ou en honoraires, ou en commission, ou les deux. Et les clients, en fonction de leur situation, décident pour l'un ou pour l'autre. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire comprendre à nos régulateurs et aux politiques qui se posent des questions là-dessus, c'est que ce débat-là, cette opposition frontale entre un modèle parfait qui serait celui de l'honoraire, qui est donc le modèle britannique, et un modèle corrompu et plein de conflits d'intérêts qui serait le modèle de commission,
commission. Cette vision des choses manichéennes est aujourd'hui complètement dépassée. Ce n'est pas ce que souhaitent les clients. Le marché a tranché, c'est les clients qui décident, ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. Les clients, ce qu'ils souhaitent, c'est la liberté de choix. Ils souhaitent pouvoir choisir, ils souhaitent une parfaite transparence, et ça, je crois que nous, les CGP, on est l'une des professions les plus transparentes qui soient. Je crois que mes chers camarades présidents d'associations seront d'accord avec moi. Donc, on n'a aucun problème de transparence. La régulation nous oblige, la réglementation nous oblige à être parfaitement transparent dans notre déclaration d'adéquation, notamment. Ça, tous les CGP le savent bien. Donc, le marché a tranché, le marché veut une liberté de choix, et c'est pour ça que la plupart des cabinets ont entendu le marché, fonctionnent aujourd'hui sur des modèles hybrides. Donc ce débat est complètement dépassé aujourd'hui. Il nous reste simplement à le faire comprendre à certains politiques et à certaines autorités de tutelle. Alors, bon là, vous venez nous parler les honoraires d'un côté, la rémunération. Est-ce qu'aujourd'hui, la rémunération sur les rétrocessions est-elle en risque aujourd'hui là? Parce que là, ce sujet auquel je ne pensais pas parler, vous l'avez mis en exergue et je vous en remercie. Sujet auquel on a été amené à plusieurs occasions d'en parler. Donc là, apparemment, si vous revenez sur ce sujet, il y a quelques peut-être risques prévisibles où il faut défendre véritablement le modèle économique aujourd'hui, parce que là, véritablement, c'est un moment où il va falloir aller de front. Il y a, je ne sais pas si, peut-être je commence, on fait comme d'habitude, excusez-moi. Il y a l'ACPR qui, cette année, a dit qu'ils allaient s'intéresser au modèle de commission donc dans l'assurance vie. On a aussi quelques questions qui viennent de IOPA sur ce sujet-là. Bon, la CPR, il n'y a pas d'attaque sur le modèle. EIOPA, c'est toujours pareil. En Europe, vous avez ces deux écoles entre ceux qui veulent absolument des honoraires, mais Benoît l'a rappelé, ils ont perdu leur plus grand champion, qui est le Royaume-Uni. Donc, je pense que c'est un risque à surveiller, mais qui n'est pas un risque actuellement brûlant. Et après, il faut que, comme toujours, on vérifie que dans notre propre pays, on soit bien appuyé. Alors, Benoît l'a dit, la Direction Générale du Trésor nous appuie sur ce sujet-là. L'AMF aussi. L'AMF, c'est prononcé officiellement, rappelons-le, contre l'interdiction des commissions. C'était l'année dernière et c'est quand même quelque chose, en 2019 plutôt, pardon, et c'est quelque chose d'assez nouveau. Mais il faut vérifier qu'il n'y ait pas des députés, par exemple, au moment des lois de finances, qui veulent déposer des amendements sur des sujets comme ça. Ça arrive régulièrement, il faut le savoir. Le Trésor nous a toujours soutenus et a toujours fait en sorte que ces amendements ne soient pas votés. Mais c'est des choses auxquelles il faut faire attention. David, pour compléter, non Oui, écoute, ce que l'on peut dire, c'est que la raison pour laquelle on en parle, elle est très simple. MiFID et DDA ont 2 ans. Or, ces 2 directives avaient traité ce sujet-là. Et il était prévu dans ces textes qu'au bout de 2 ans, on ferait une révision. Donc le sujet est réapparu et réapparaît dans notre presse et réapparaît dans les débats et réapparaît, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mes yeux, au très mauvais moment. Parce qu'en fait, on est dans le moment qui était prévu pour faire le point sur ces directives. Et évidemment, dans les sujets majeurs qu'il y avait dedans, il y en a plusieurs, hein, notamment la place des régulateurs. La place et les moyens confiés aux régulateurs, il ne faut pas l'oublier. Hein. Il y a un grand débat sur les moyens et la fonction des régulateurs pan-européens, dont certains disent qu'ils ont trop de moyens, trop de pouvoir pour un résultat trop faible, et d'autres disent qu'il faudrait encore les renforcer. Donc il n'y a pas que ce sujet-là. Mais ce sujet-là, du coup, a été rouvert. Et évidemment, dans un moment de crise, quand nous, chefs d'entreprise, nous devons gérer nos entreprises, et nous représentons les chefs d'entreprise de nos métiers, on voit bien que la question nous est posée. Et c'est le moment où, de toute façon, puisqu'on est en audition générale pour la révision de ces textes, il faut redonner une réponse. Il faut redire ce qu'on a dit il y a 10 ans et il faut le réargumenter. Là où je trouve que c'est mal à propos de la part des autorités européennes, c'est oui, le texte prévoyait des révisions à 2 ans de l'ensemble des sujets. Mais on nous demande, par exemple, de donner des éléments statistiques prouvant que nos modèles sont bons. Mais non qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris dans 1 an de Covid? Pendant 1 an, on a fait autre chose. Et eux-mêmes ne sont pas fichus de sortir des statistiques à moins de 2 ans. Comment voulez-vous qu'on ait des statistiques à 6 mois en période de Covid? Qu'est-ce que c'est que ces histoires de révision en plein moment où on ne peut pas le faire, où on n'a pas de données, où les lignes informatiques, y compris des régulateurs, avaient du mal à pouvoir piocher ce qu'il faut? Voilà. Mais pour autant, le débat est ouvert, puisque les consultations sont en cours. Donc il faut qu'on y apporte une réponse. C'est ce que l'on fait collectivement, et pas que nous, Français. Mais voilà, oui, le sujet est donc reposé sur la table. On n'est pas très inquiet, mais il est quand même sur la table. Philippe ? Oui, je pense que, pour rejoindre ce qui a été dit, il faut faire preuve de vigilance par rapport à des
des décisions qui pourraient être prises dans ce sens. Moi, il y a une chose qui me paraît être encore plus importante que tous ces débats politiques, etc. C'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours, ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe avec nos clients. Je voudrais rappeler que la plupart d'entre nous, Julien, tu étais en train de rappeler des choses, mais la plupart d'entre nous, on exerce plusieurs activités. C'est-à-dire que nous sommes gestionnaires de patrimoine, donc des catalyseurs d'interprofessionnalité, que ce soit avec les experts comptables, avocats, notaires, etc., etc. Et que, étant ces catalyseurs-là, on passe beaucoup de temps à rentrer dans le détail avec la clientèle. Deuxièmement, on nous parle souvent de responsabilité. Vous êtes responsable de l'action que vous allez mener, des conseils que vous allez donner aux clients. On en est tout à fait conscient. Plus que jamais, même si on veut un partage des responsabilités avec le client, parce que c'est bien lui qui doit prendre sa décision. Et dans ce partage des responsabilités, combien de fois on voit des clients qui ont pu souscrire d'une manière ou d'une autre, rapidement, des contrats, qui ont pu souscrire tout un tas de choses qui sont censées garantir l'entreprise, protéger le chef d'entreprise, protéger la famille, etc., etc. Et on se rend compte que finalement, il y a un décalage entre ce qu'ils pensent avoir comme garantie, comme couverture, et réellement ce qui va se passer demain. Et là, je pense que la notion de conseil, elle a son importance. C'est-à-dire que si on doit ramener le ratio temps passé, conseil donné, et effectivement faire du cousu humain, c'est-à-dire personnaliser au maximum avec notre client, je peux vous assurer que si on devait faire une analyse comptable du ratio coût-rapport, etc., on serait surpris. Ça rejoint Benoît quand tu étais en train de parler concernant les sociétés de gestion privée, etc., et tout ce que ça peut représenter financièrement parlant. Donc je crois qu'il faut arrêter de vouloir toujours montrer du doigt ou vouloir généraliser sur une profession. Il faut voir le travail qualitatif qui est fait et la manière à laquelle on personnalise. Moi, j'ai 3 générations de clients, par exemple, et ça fait 3 générations que je suis mes clients, y compris sur le plan successoral, notarial, etc., etc. Et ça, c'est une valeur ajoutée. Donc, je pense que le meilleur accompagnement et la meilleure qualité, ça se voit sur du long terme et non pas sur du court terme par rapport à une volumétrie. Benoît ? Oui, je rejoins ce que vient de dire Philippe et puis David et Julien. J'allais dire, le notaire de famille du XXIe siècle, c'est le gestionnaire de patrimoine. C'est nous qui délivrons ce conseil et qui sommes là pour acter de la pérennité de tous les engagements. Alors on parle souvent de rétrocession, mais ça c'est sur l'aspect financier ou assurantiel, mais c'est sur des produits d'investissement assurantiel ou financier, mais il y a aussi le conseil, qui est le préalable. Quand on conseille une famille, hier je voyais des enfants de clients et qui me sollicitaient pour savoir quel contrat de mariage prendre. Et on a pu discuter avec le notaire qu'on a appelé pour voir les avantages et les inconvénients de chacun. Et bien évidemment, ça n'a pas donné lieu à facturation. Là, on a un rôle prépondérant pour essayer de donner un conseil, délivrer un conseil technique dans tout un tas d'informations qui sont difficiles à digérer et qui sont de plus en plus complexes. Et donc ça a une valeur, et cette valeur, ainsi que ça a été rappelé, elle est pérenne. On est là pour non seulement la génération de nos clients, mais également celle des enfants et des petits-enfants. Moi, cette année, ça fait 25 ans que j'ai créé ma société. Je suis ravi d'avoir la génération des petits-enfants, des arrière-petits-enfants de mes premiers clients. Et ça a de la valeur. Ils savent que l'on est là, on est pérenne. Ça, c'est fondamental. Et ça, c'est aussi à rappeler. On parlait sur l'aspect régulation les difficultés qu'on peut avoir, des attaques, entre guillemets, qui peuvent être au niveau pan-européen. Mais aussi, on a parfois des velléités de remettre en cause notre modèle économique au niveau franco-français. Et là, comme Philippe dit souvent franco-français, mais là, on a des problématiques franco-françaises. On a quelques députés qui, parfois, veulent faire passer à la sauvette des amendements qui vont à l'encontre du gouvernement, malgré le fait que certains députés sont issus de la majorité actuelle et qui mettent à mal notre système économique parce qu'ils ont pu à un moment donné vouloir peut-être donner leur nom à un amendement stupide et malvenu. Et là, il faut les éduquer, les rencontrer, leur expliquer à eux aussi et pas uniquement
aux régulateurs français et européens qui sont derrière nous, français et européens, ils vont le devenir de plus en plus derrière nous parce qu'ils se rendent compte que les autres modèles sont non vertueux et puis enlèvent tout un pan de conseils à destination d'une population qui en a besoin. Notre conseil financier, mais il y a le conseil juridique, le conseil fiscal, le conseil assurantiel, le conseil en matière de prévoyance, de retraite. Demain, comment allons-nous faire? Et là, on pourra peut-être parler du PER après, et puis du produit pan-européen qui devrait émerger. Mais tout ce conseil-là, eh bien, on n'est pas rémunéré à l'instant T. Donc, et ça, il ne faut pas l'oublier. On peut très bien facturer si jamais il y a une prestation extrêmement qualitative qui est délivrée et bien spécifique et ciblée. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut rappeler, marteler encore et toujours. J'ai l'impression qu'il faut encore le faire à vous écouter, messieurs les présidents. Alors, on parle de commission là tout à l'heure, mais je vais faire une petite aparté. On parle de TVA sur l'assurance. Vous voulez en dire deux mots, où on en est, ou est-ce qu'on a des chances que ça se fasse pas Justement, Henri, on n'en parle pas finalement. Bon. Oui. Non, je pense que sur le plus gros de ce qui nous concerne, ça ne se fera pas. Le sujet porte sur la prestation de services. Plus qu'autre chose. N'oublions pas qu'il y a une taxe, un des contrats, etc. Je pense que ça ne se fera pas sur le plus gros. Ça pourrait exister sur une fraction de nos prestations, mais pas sur le plus gros. Juste, je vais être un peu plus sérieux. Quand même, quand on lit les conditions générales des contrats ou les conventions de partenariat des contrats, il y a toujours quand même un petit astérix à ce sujet-là. Dans ces contrats-là, qui explique bien que si un jour devait y avoir de la TVA sur les contrats d'assurance vie, ce serait pas pris aux clients en plus, mais ça serait bien pris sur nos commissions. Oui, Donc, faut quand même surveiller ce sujet comme le lait sur le feu, parce que pour l'instant, contractuellement, on n'est pas, c'est pas très à notre avantage, ça c'est certain. Alors, le temps passe si vite avec vous. Cette période a été et est encore difficile. Est-ce que vous voyez les pratiques du monde des CGP se modifier dans les années à venir aujourd'hui, compte tenu de ce que nous traversons aujourd'hui? Comment vous voyez le CGP de demain par rapport à ces pratiques habituelles? Excusez-moi. Je vais Benoît a un peu ouvert le sujet tout à l'heure, oui. C'est-à-dire que il y a eu effectivement une accélération dans l'utilisation des outils digitaux qui a été absolument formidable en 2020. On entend dire souvent, on a fait en 2 mois ce qu'on n'avait pas fait en 2 ans précédemment. Je ne sais plus de qui est la phrase, mais je la trouve très efficace. Il y a eu une transformation très claire de nos manières de fonctionner, puisque nécessité fait loi. Autant de notre côté que du côté notamment des assureurs, qui étaient réputés pour leur lourdeur. On peut les féliciter. Lors du premier confinement, ils ont été extrêmement réactifs. On a tous reçu des mails les premiers jours nous indiquant que désormais, tout pouvait être envoyé par scan quand les systèmes de signature électronique n'existaient pas. Alors moi, ce que je souhaiterais, c'est que même on en arrête définitivement avec les scans et avec le papier et que tout soit fait de manière obligatoire via les systèmes de signature électronique, en tout cas pour les clients qui le peuvent. Il y a quelques clients âgés qui n'utilisent pas encore ces systèmes-là, mais quand même 99% de nos clients aujourd'hui les utilisent, parce que ces systèmes, c'est des formidables gains de productivité pour nous et évidemment aussi pour nos partenaires. Je rappelle toujours, quand on envoie un courrier papier ou un scan, ça veut dire que derrière, il y a une intervention humaine, quelqu'un pour un arbitrage par exemple, qui va rentrer des codes ISIN. Alors si vous avez 10 lignes, il faut rentrer 10 codes ISIN, avec 10 fois la possibilité de faire une erreur, il faut rentrer 10 pourcentages différents, ça prend un temps fou, il y a des possibilités d'erreur. In fine, quand il y a des erreurs, le client n'est pas content, ça retombe sur les CGP, même si on n'y est pour rien. Donc c'est absolument à éviter. Donc tout le monde l'a compris avec le papier, on l'a pas forcément encore compris qu'avec le scan, ça posait le même problème. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul bon système, c'est le système de signature électronique. Alors tous nos partenaires n'y sont pas encore arrivés. La plupart aujourd'hui y sont arrivés, mais il en reste encore quelques récalcitrants. J'espère bien que tout ça va s'accélérer, parce que ça va nous permettre de nous recentrer et de consacrer notre temps sur ce qui fait notre force. On l'a tous rappelé ici, ce qui est évidemment le conseil et pas de remplir des documents à la main. Dans les relations fournisseurs, aujourd'hui, donc apparemment, ce que dit Julien, vont dans le bon sens aussi de l'histoire du monde des CGP, avec la digitalisation dans leur offre de produits. Est-ce que vous êtes d'accord dans cette période? Comment vous avez constaté les relations? Est-ce qu'elles se sont améliorées, optimisées ou le contraire? Il n'y a pas eu de... Oui, indubitablement, il y a une amélioration. Ça, c'est sûr.
Donc c'est pas parfait, mais il y a une amélioration. Mais je voudrais juste revenir avant à ce dont tu parlais, ce dont tu évoquais, ou à ta question, Henri, qui était sur l'organisation de nos métiers. Moi, j'ai toujours défendu deux modèles qui sont ou un modèle capitalistique, entrepreneurial, ou un modèle associatif. Eh bien, cette année, encore en 2020, on s'est rendu compte, et l'UCGP, nous avons des grosses entités, on va dire, de sociétés de conseil de gestion de patrimoine entrepreneurial, mais nous avons aussi des associations. À l'instar d'Actualis, je ne veux pas te remettre trop en avant, mais c'est fondamental le travail qui peut exister au sein de ces associations, au sein de ces sociétés de gestion de conseil en gestion de patrimoine, mais importantes, pour qu'il puisse y avoir des échanges d'informations et de la mise en commun d'outils, de pratiques, de techniques, aussi de produits. Et 2020 nous a montré aussi que la gestion qui peut être réalisée non benchmarkée a pu générer de l'alpha. Hein, c'est quand même aussi. Et donc le conseil qu'on peut délivrer en allant chercher autre chose que les ETF a du sens. Il ne faut pas l'oublier aussi. Donc, et ça, c'est des deux éléments importants. La gestion non benchmarkée a généré de l'alpha. Ça, c'est quand même quelque chose d'important pour 2020. Et le travail que l'on doit faire tous ensemble, soit dans des entités capitalistiques importantes, soit dans le monde associatif, permettent au CGP de délivrer encore de meilleures prestations, de mettre en commun des outils, de mettre en commun des pratiques. Et ça, c'est fondamental. Les échanges. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je pense que je vais. Bon, deux remarques. D'abord, il y a des CGP qui sont très différents. Tu vois, les CGP dont tu parles sont déjà des CGP qui sont dans un schéma de CGP d'assez bonne taille ou regroupés à l'intérieur de groupements. Ils peuvent se regrouper. Oui, non, mais allez voir des associations. Qui sont ou qui vont y aller, mais je veux dire, qui ont cette culture-là. Il faut quand même voir que c'est pas la majorité des CGP et que ce qui est très intéressant dans notre univers, c'est que les deux options sont possibles. Tu peux être un très petit CGP qui reste chez lui et c'est très solide. C'est extrêmement résilient. En revanche, ce qui est problématique quand tu choisis ça, mais c'est une problématique qui ne se traitait que très mal dans le temps. Et là, on est sur une évolution, c'est que ça se traite pas trop mal aujourd'hui. C'est qu'en fait, si on regarde l'écosystème de l'univers des CGP, il s'est développé tout un tas d'offreurs de services. Alors, ça peut être une association, ça peut être un groupement, ça peut être une société de services. Et ça n'existait pas. Je vous prends juste un exemple. Quand nous avons créé l'Observatoire du digital à l'ANACOFI, c'est-à-dire les outils digitaux identifiés sur le marché pour nos métiers, il y en avait 12. Aujourd'hui, cet observatoire digital en compte 75. Juste ça. Et donc, pour qu'il se soit développé, il faut que ce soit rentable. Donc, ça, c'est un point important. C'est aujourd'hui, un petit CGP peut tout à fait exister chez lui en étant ou en n'étant pas dans un groupement ou dans une assoce. Mais ce qui est devenu une réalité, c'est qu'il utilise des services externes, qu'il achète, qu'il paye, d'autres sont fournis par ses partenaires, mais certains, il les achètent. Et ça, notre écosystème ne connaissait pas ça il y a 10 ans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur le digital, je suis un peu plus nuancé que tu l'as été tout à l'heure, parce que, en fait, on a vu dans les travaux du comité consultatif du secteur financier qu'il y avait des résistances, des clients. Donc ça signifie que penser qu'on pourra tout faire en digital, c'est aller à l'encontre d'une fraction des humains que nous avons en face. Donc, on doit traiter ça, mais on ne peut pas dire tout doit passer par des machines avec signature électronique. Ce que l'on peut dire, par contre, c'est que si on doit utiliser des documents encore papier, il faut les rentrer dans une boucle digitale. Et donc, si c'est un PDF scanné, il faut qu'il ait des formats, et il faut qu'en face, on ait des outils de lecture automatique dans la société d'en face. Là, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on développe les chaînes informatiques numériques qui permettent de tout traiter en numérique entre nous, les entreprises partenaires, et nous, les CGP, oui. N'oublions quand même pas qu'on aura forcément une dimension papier à cause du rejet d'une partie des consommateurs. Et ça s'est très très bien vu dans les débats qu'on a eu au CCSF. Je rappelle qu'il y a les 15 assos de consommateurs et d'épargnants agréés par l'État, celles qui sont reconnues, et on avait des oppositions frontales de la part de certaines d'entre elles à la disparition d'un schéma papier. Mais si lui fait du papier, moi, dans mon entreprise, je peux le transformer en digital. Ce qu'il faut, c'est que les formats soient efficients, rapides. Et par exemple, si on prend PDF, puisque je rappelle que PDF est valide en tout en France, hein, ce qui est étonnant, mais c'est comme ça. Il faut qu'en face, la société qui le recevra, d'assurance ou financière, ait un outil de lecture automatique, parce qu'effectivement, la ressaisie à la main, il y a moyen que ça dérape, quoi. Voilà. Il y a une chose que je voudrais préciser, qui me paraît être aussi cruciale, c'est la capacité de nos CGP à s'adapter. C'est-à-dire que le fait que nous soyons, je dirais, à dimension humaine, c'est-à-dire que nous ne soyons pas des entreprises
capitalistiques importantes ou des groupes importants, on a cette capacité à s'adapter. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on a une souplesse qui peut nous permettre, sur un plan organisationnel, humain, structurel, et y compris effectivement sur les différents CRM, logiciels et tout ce qu'il peut y avoir sur le marché, de pouvoir trouver les solutions qui seront une adéquation parfaite entre les besoins, les attentes du client et la pérennité des cabinets que nous avons. Et ça, c'est un élément important, chose qui n'est pas forcément le cas de tous les grands groupes qui puissent exister, puisqu'on sait qu'il y a toujours quand même forcément un décalage entre la décision qui est prise et l'action qui est menée sur le terrain. Et nous, on n'a pas ce problème-là parce que justement, on est, je dirais, des personnes qui sont des petites entreprises, mais proches de leurs clients et de leurs attentes. Et ça, c'est un élément important. Julien et... Oui, juste, David, j'ai bien précisé pour les clients qui le peuvent ou qui le souhaitent. Oui. Évidemment. Et concernant le CCSF, la Chambre y est aussi, donc je suis bien au courant de ce qui se passe là-bas. Quand on aura le décret. Bon, messieurs... on attend toujours l'arrêté ou le décret. Voilà, cette table ronde terminée, mais j'ai pris un grand plaisir à l'animer parce que je pensais vous poser des questions, mais auxquelles ces questions, vous me l'avez répondu avant même que je vous les pose. Vous avez animé le débat, je n'ai eu pratiquement rien à faire. Et j'en retiens un certain optimisme, que cette profession, j'allais vous poser la question, les défis du CGP, vous avez répondu pendant toute cette table ronde. Je pense qu'on a certainement un beau métier, qu'il va falloir combattre demain les défis que nous aurons. Mais en tout état de cause, je tenais à vous remercier au nom d'Actualis pour votre présence aujourd'hui. Merci encore. Merci à Merci. toi.